Les Jeux Olympiques, un événement sportif, médiatique, mais aussi très politique. Même si dit comme ça, c'est contraire à la charte olympique. Pascal Boniface nous décrypte l'histoire du mouvement olympique dans ce livre JO politique paru aux éditions Erol. Bonsoir. Bonsoir. Je rappelle que vous êtes aussi le directeur de l'Institut de relations internationales et stratégiques, l'IRIS. Alors merci d'être avec nous. Je vous cite, au JO, tout est politique. Pourtant, le baron Pierre de Coubertin, fondateur des JO, prônait l'apolitisme. C'était un vœu pieux de l'hypocrisie ? Oui, les deux en même temps, parce que peut-être qu'il croyait à sa propre propagande, et en même temps, il n'était pas dupe, puisqu'il avait dit lui-même qu'il voulait contribuer, en restaurant les Jeux Olympiques, à contribuer à pacifier les relations internationales. Donc c'est bien un objectif du plus haut point politique. Et puis, il voulait également former la jeunesse française, à l'exercice physique, puisqu'on disait que la défaite, et pas à tort, que la défaite de 1870 contre l'Allemagne était due à une meilleure préparation des Allemands, à la gymnastique, au sport, etc. Donc dès le départ, en fait, sport et politique sont mêlés. La preuve, après la Première Guerre mondiale, les pays vaincus seront exclus des compétitions pour qu'ils ne prennent pas dans la discipline sportive leur revanche du terrain militaire. Oui, vous nous le rappelez donc dans ce livre. Alors, revenons aussi sur cette photo que vous avez choisie emblématique. C'est vrai que là, on se dit que effectivement, sport et politique, ces deux, on rappelle, c'était Mexico, 1968. Pour vous, c'était une évidence de choisir cette photo, ces athlètes américains qui... Oui, Smith et Carlos, qui, pour attirer l'attention du public international sur la situation des Noirs, qui était encore beaucoup plus l'objet de discrimination à l'époque, ont mis, lors de la remise des médailles de 200 mètres, une main gantée de noir et ont levé le poing. Alors là, ils ont été bannis, le CIO les a exclus, ils ont été disqualifiés, mais ils ont été également bannis dans leur propre pays. Parce que là, c'était faire de la politique, mais par des individus qui émettent une opinion politique sur le terrain du sport. Et effectivement, cette photo, on peut dire qu'ils ont perdu leur médaille et qu'en même temps, ils ont gagné le combat pour l'histoire, parce que tout le monde les connaît maintenant et qu'ils sont rentrés dans la légende en prenant le risque de s'opposer à l'ensemble des pouvoirs olympiques, mais également pouvoirs sportifs américains. Et à partir de quel moment les Jeux Olympiques sont donc devenus une vitrine médiatique pour les athlètes, alors pour les pays aussi, mais pour les athlètes ? À partir du moment où les médias s'y sont intéressés, les premiers Jeux, il n'y a qu'une centaine d'athlètes qui y participent, 9 pays, donc c'est pas grand monde, c'est très discret. Les Jeux de Paris de 1924, c'est une sorte d'annexe de l'exposition universelle. Donc on voit bien qu'il n'y a pas vraiment une attention très très forte. Et Coubertin a dû se battre pour imposer cette idée que le sport pouvait rassembler, pouvait intéresser. Mais à partir du moment où il y a une compétition internationale plus forte, et puis les médias, radio puis télévision, effectivement, là, chacun va essayer de se servir des Jeux comme une vitrine. Au cours de la guerre froide, par exemple, il y avait, au-delà de la compétition soviéto-américaine, ou entre les deux Allemagnes, de l'Est et de l'Ouest, une compétition pour savoir qui aurait le meilleur ratio de médailles à la fin des Jeux pour montrer la supériorité du système capitaliste ou communiste par rapport aux autres. Oui, d'ailleurs, vous rappelez cette citation du président américain Gerald Ford qui disait « Un succès sportif peut servir une nation autant qu'une victoire militaire ». C'est toujours le cas aujourd'hui ? Oui, bien sûr. Enfin, heureusement, les pays qui ne se font la guerre sont moins nombreux qu'auparavant, même s'il reste des conflits. Mais c'est vrai que c'est une façon différente d'exercer de l'influence, de la puissance. Si l'on prend le cas d'Usain Bolt, il porte les couleurs de son pays, la Jamaïque, bien au-delà. Tout le monde serait un peu en difficulté de citer le nom du Premier ministre de la Jamaïque dans le monde entier. Usain Bolt est connu et crée du prestige pour la Jamaïque. Et donc, dans les différents sports, l'intérêt des Jeux Olympiques, c'est que chacun peut y trouver sa place. Le nombre de sports est important et chaque pays peut se reconnaître dans un sportif qui réussit dans un domaine et qui, finalement, quelque part, est un ambassadeur en short, en kimono ou en combinaison de nageur de son propre pays. Mais à un moment, vous dites que pour une jeune nation, l'adhésion au CIO ou à la FIFA est aussi importante que celle à l'ONU. Vous n'allez pas, c'est un peu fort, non ? Oui, mais ce n'est pas tout aussi inexact que ça en a l'air, parce que pour fédérer une nation qui vient d'avoir l'indépendance, soit par sécession, soit par indépendance, décolonisation, l'équipe olympique, l'équipe nationale de football, on la voit immédiatement. Elle va frapper les esprits de chacun dans le pays à l'extérieur. Alors que l'ambassade, c'est quand même plutôt une vue de l'esprit pour les citoyens ordinaires. Et donc on peut dire que finalement, le fait d'appartenir au CIO ou d'aller dans une compétition comme la Coupe du Monde,
c'est un peu de la souveraineté du quotidien, c'est du soft power. Ça permet d'incarner l'État à un niveau relativement peu important en termes diplomatiques, mais en même temps qui incarne l'État aux yeux du monde entier. Oui, alors ça permet de redorer son image. On pense effectivement à la Chine ou même au Qatar. C'est pour ça que tout le monde a envie d'accueillir ces Jeux. C'est vraiment pour donner une autre image du pays. Oui, effectivement. Ces pays-là, dans leurs différences, ont compris que le sport était un moyen d'influence, un moyen d'être vainqueur tout en étant populaire. On va admirer une nation qui réussit dans le sport, alors qu'on ne va pas toujours admirer une nation qui réussit en termes militaires ou en termes guerriers. Et donc le sport est beaucoup plus fédérateur que les autres instruments de puissance. L'équipe nationale du Brésil de football était pendant très longtemps la plus puissante. Elle ne suscitait pas de rejet, elle suscitait de l'adhésion. Donc on admire le sportif, et un sportif qui va réussir va être admiré au-delà de ses frontières, au-delà de sa religion, au-delà de sa couleur de peau. Donc le sport a un aspect fédérateur que n'ont pas les autres aspects de la mondialisation. Mais il y a eu des critiques pourtant quand on a choisi la Chine. Il y a même eu parfois une tentative d'appel au boycott. Il y a eu des boycotts, hein, on se rappelle de Moscou par exemple. On a l'impression qu'aujourd'hui le boycott ça ne fonctionne plus. Pourquoi? Les JO sont devenus plus importants? Oui, alors d'une part le dernier grand boycott c'est 80-84 et la fin de la comète c'est 88 en Corée. Là ce que vous dites en Chine, ce sont des gens qui ne concouraient pas aux Jeux, des intellectuels, des cinéastes qui demandaient, tout en voulant que leurs films et leurs œuvres continuent à s'exporter en Chine, qui demandaient aux sportifs de ne pas aller concourir. Donc ils demandaient un peu aux autres de ne pas y aller. En 80, même d'ailleurs avec le boycott des Jeux de Moscou, il y a aussi de l'hypocrisie, puisque Carter demande aux sportifs de ne pas aller à Moscou pour ne pas faire triompher la propagande soviétique, et en même temps, les États-Unis continuent à vendre du blé à l'Union soviétique parce que le lobby des farmers américains est plus important que le lobby des sportifs. Alors là, vous nous dites que effectivement, ces Jeux Olympiques, le CIO a eu un poids dans la lutte contre l'apartheid. En quoi ça a aidé la lutte contre l'apartheid? Parce que le premier pays qui a été exclu totalement des Jeux Olympiques a été l'Afrique du Sud. Et l'Afrique du Sud a été exclue des Jeux Olympiques avant d'être exclue de l'ONU. Et donc on accuse souvent le sport de s'accommoder, de pouvoirs dictatoriaux. Là, dans le cas de la lutte contre l'apartheid, il était à l'avant-garde. Et l'Afrique du Sud étant exclue des Jeux, ça l'a singularisé, ça a quand même suscité des débats. Et finalement, par la suite, l'Afrique du Sud a été exclue de l'ONU. Je ne dis pas, bien sûr, que c'est grâce au sport et aux Jeux Olympiques que l'apartheid a été démantelé. Mais le sport a fait son œuvre, le sport a fait son combat, et notamment le mouvement olympique, le mouvement sportif mondial a été une arme de communication pour faire connaître le système de l'apartheid et le combattre. Alors pour Rio, là on pense à cette équipe de réfugiés, 10 athlètes qui vont concourir sur le drapeau olympique. C'est vraiment une première, c'est un geste politique fort. Mais en revanche, il y aura aussi la délégation syrienne qui sera là. Comment le CIO décide qu'un pays va participer ou ne va pas participer? Quelle est sa marge de manœuvre? Alors tous les pays membres du CIO qui ont un comité national olympique peuvent participer, sauf s'il y a une raison majeure pour les empêcher. Si on devait exclure tous les pays en guerre, il y aurait beaucoup moins de pays. Et le CIO évite cela. Les deux grands cas d'exclusion, ça a été l'Afrique du Sud du temps de l'apartheid et l'Afghanistan lorsque les talibans étaient au pouvoir, puisqu'ils interdisaient aux femmes de faire du sport et que l'égalité homme-femme fait partie des principes du CIO. Et c'est pour cela que le CIO a choisi de ne pas exclure totalement la Russie, certains sportifs russes, dont tous les athlètes, mais pas la Russie, parce que ça aurait été une affaire géopolitique relativement importante de mettre la Russie au même rang que l'Afrique du Sud du temps de l'apartheid ou l'Afghanistan du temps des talibans. Oui, mais là aussi c'est surprenant. Là, on voit bien qu'il y a quand même une décision qui a été très forte, prise contre la Russie, contre la délégation russe. C'est un geste politique important pour vous, là, ce qui est en train de se jouer? Oui, effectivement, on va dire qu'on n'en fait pas assez parce qu'on a dû exclure totalement la Russie, mais ça aurait créé des complications assez importantes. En tous les cas, c'est quand même un camouflet pour Poutine et pour la Russie que tous les athlètes soient exclus et que d'autres sportifs le font. Là, on parle beaucoup de la lutte antidopage. On peut quand même dire qu'il y a des progrès. Il y a bien sûr toujours du dopage, mais aujourd'hui, les dopés se font prendre non seulement le jour de la compétition, mais également avant. C'est-à-dire qu'on sait maintenant qu'il y a des athlètes qui se sont dopés à Pékin et à Londres et qui, du coup, vont se voir leur médaille être retirée. Et donc, il y a quand même un effet de dissuasion par rapport aux dopés. Alors, cette question du dopage, elle sera au cœur de ces JO? Vous pensez que ça va être encore plus accru, que là, vraiment,
l'accent va être mis pour essayer de trouver les tricheurs? C'est bien sûr le combat éternel entre le gendarme et le voleur. Le dopage fait des progrès et la lutte antidopage fait des progrès. Mais là, il y a vraiment une conscience générale. En 2001, la France n'a pas été très bien vue du mouvement olympique parce qu'elle se battait réellement de façon plus forte que d'autres pays contre le dopage. Aujourd'hui, le fait d'être en avance dans la lutte contre le dopage est plutôt un avantage. Donc il y a quand même un changement. Le mouvement sportif mondial a compris que si on n'était pas suffisamment ferme contre le dopage et que donc des accusations de tricherie, de compétition qui ne soient pas équitables puissent être faites, eh bien on va moins croire dans la beauté du sport et dans la qualité des résultats. Et donc il y a un progrès vers un sport un peu plus propre. Alors vous revenez aussi sur la menace terroriste, hein. Vous nous rappelez ces attentats commis aux Jeux d'Atlanta, puis ceux de Munich. Vous dites que ça a participé à la schizophrénie sécuritaire des Jeux. Depuis, est-ce qu'on est allé crescendo ? Oui, bien sûr, parce que l'environnement géopolitique, depuis 2001 et depuis 2001 un peu plus chaque année, met l'accent sur la sécurité. Les responsables des JO de Londres étaient ravis et soulagés à la fin des Jeux qu'il n'y ait eu aucun attentat. Et même si le Brésil n'est pas dans la même configuration géostratégique que la France, les États-Unis, dans le rapport avec le Proche-Orient, avec l'islam, c'est quand même la préoccupation majeure. Si demain on faisait les Jeux Olympiques sur Mars, la première préoccupation serait la sécurité, parce qu'il ne peut pas y avoir... Parce que finalement, les terroristes vont là où il y a les caméras, là où ils peuvent toucher le public, et il n'y a pas d'endroit où il y a plus de caméras que pour les JO ou la Coupe du Monde de football. Alors justement, cette menace terroriste, vu ce qui s'est passé en France, Paris, vous le savez, est candidat pour les Jeux 2024. Est-ce que ça ne condamne pas Paris à l'échec ? Non, parce que d'une part, le championnat d'Europe des Nations s'est déroulé sans qu'il y ait un seul incident de sécurité, mis à part les hooligans russes, et que de toute façon, on sait très bien qu'il n'y a pas une ville ou un pays qui puisse dire aujourd'hui on est à l'abri des attentats. Mais là, ça s'est quand même ciblé beaucoup sur Paris. Ça s'est ciblé sur Paris, mais également sur les États-Unis, sur la Belgique, sur d'autres pays. La France, effectivement, et peut-être a été plus atteinte au cours des 2 dernières années que d'autres pays européens, mais aucun pays aujourd'hui, la preuve, l'exemple de Rio, une fois encore, Rio n'est pas l'ennemi et le Brésil n'est pas l'ennemi désigné de Daesh, mais pourtant la préoccupation première, c'est la sécurité. Et une fois encore, si demain vous faites les Jeux Olympiques à Saint-Marin, à Andorre ou au Swaziland, la première préoccupation sera la sécurité. Alors Pascal Boniface, il y a toujours un reproche tarte à la crème, hein, si j'ose dire, c'est pourquoi organiser les Jeux Olympiques, ça coûte cher, finalement c'est pas intéressant. C'est vrai ou c'est faux ? C'est pas intéressant pour ceux qui ne s'intéressent pas au sport, mais je crois que les centaines de millions, les milliards de spectateurs qui vont regarder les Jeux, parce qu'ils peuvent y assister sans se déplacer à Rio, seront contents, et que ça permettra à Rio de se montrer aux yeux du monde, d'être le centre. Alors effectivement, dans la société, il y a des gens qui pensent que le sport est quelque chose de futile, de pas important, et d'autres qui pensent que c'est une grande fête qui permet de connaître d'autres sociétés, d'autres peuples, d'autres nations, et que c'est une ouverture sur le monde extérieur, et que c'est une fête permanente, et que ça permet un peu d'aider au vouloir vivre ensemble dont on a bien besoin aujourd'hui. Mais on gagne de l'argent ou pas en organisant les JO ? Tout dépend le coût. Pékin a perdu de l'argent. Pour Rio, le coût est beaucoup plus limité et donc ça ne sera pas déficitaire. Et on peut dire que les nouveaux transports que vous avez montrés dans la première partie de votre journal resteront par la suite et aideront. Effectivement, Rio a changé. Il y a l'exemple de Barcelone. Les Jeux peuvent changer une ville si on permet une rénovation urbaine. Et ça a été, même pas complètement, mais ça a été largement le cas de Rio qui va bénéficier des améliorations d'infrastructures liées aux JO. Et vous avez compris certaines critiques du choix de Rio. C'est vrai que de la Chine, du Qatar, on a l'impression que quand ça sort d'un certain périmètre, on est très critique, vous comprenez ? Dans les pays occidentaux, certains pensent que seuls les pays occidentaux peuvent organiser les Jeux et qu'on devrait uniquement les partager entre l'Europe et les États-Unis. Mais le monde sportif se mondialise et il est normal que les Jeux aillent partout. Il était normal qu'ils aient au Japon dans les années 60, il est normal qu'ils puissent aller en Asie, qu'ils aillent dans des grands pays émergents comme le Brésil. Il manque le tour de l'Afrique, il faudra qu'un jour ou l'autre, une ville africaine organise des JO. Voilà, merci Pascal Boniface d'être venu sur le plateau de 64 minutes. Je rappelle le titre de votre ouvrage, JO politique aux éditions Erol. Merci d'avoir été notre grand témoin. Merci à vous.